messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire centré sur la promotion de la santé orale de tous les enfants. Nous sommes extrêmement heureux de vous accueillir. Mesdames, Messieurs, vous le savez, la santé orale émerge progressivement comme un enjeu majeur de santé publique. Et c'est une très bonne nouvelle. D'aucuns pourraient trouver que cette prise de conscience a été tardive, tant l'impact sur la santé des personnes, sur leur bien-être, des problèmes de santé orale est considérable. Mais la santé orale, c'est aussi, et bien évidemment de manière tout à fait centrale, une question qui renvoie à l'enjeu des inégalités, une des grandes problématiques de santé publique, puisque on sait que la santé orale est le théâtre d'inégalités considérables qui sont liées à des facteurs sociaux, à des facteurs qui sont liés aux facteurs sociaux, liés aux habitudes de vie ou à l'accès aux soins. En fait, la santé orale est un indicateur majeur de la santé d'une personne dans son ensemble, tant elle rend lisibles les spécificités individuelles, les inégalités sociales, tout comme l'accès aux soins. Alors, comme dans tous les domaines de la santé, et grâce aux apports notamment de l'épidémiologie et de la science de la prévention et de la promotion de la santé, eh bien, on sait que pour promouvoir la santé orale, c'est-à-dire améliorer la santé de tous et réduire les inégalités en matière de santé orale, il est tout à fait décisif d'agir sur les facteurs qui la conditionnent, autrement dit, d'agir sur les déterminants de la santé orale. Alors, ces déterminants sont largement communs à ceux des maladies chroniques dans leur ensemble, et pas seulement des pathologies liées à la santé orale, mais ils appellent tous une approche systématique, c'est-à-dire à l'articulation d'interventions qui vont permettre d'agir conjointement sur ces différents déterminants. Chacun le sait, il ne suffit pas de dire à une personne qu'il est bon pour sa santé qu'elle se lave les dents pour qu'elle le fasse. D'autres facteurs, nombreux, vont intervenir. Alors, en fait, agir efficacement en matière d'amélioration de la santé orale, c'est penser en termes de parcours. Un parcours qui va inclure des dimensions éducatives et des dimensions préventives et qui va s'appuyer sur les données disponibles. La recherche produit des résultats extrêmement intéressants quant à l'efficacité des dispositifs de prévention, de promotion de la santé orale, de prise en charge comme de soins. En fait, l'enjeu est d'agir via des interventions de type social, des interventions éducatives et des interventions liées aux soins, ce qui impose fondamentalement, et ce sera l'objet en grande partie de ce webinaire, une approche de type intersectoriel. En l'occurrence ici, nous nous centrerons sur la santé des enfants. Alors, travailler en intersectorialité ne signifie pas que les enseignants vont jouer aux dentistes ou que les dentistes vont jouer au maître ou à la maîtresse pour aller expliquer ce qui est bon pour leur santé. Travailler en intersectorialité, c'est s'appuyer sur la professionnalité des différents acteurs de la santé des enfants. Autrement dit, penser la santé du point de vue éducatif, penser la santé du point de vue préventif et penser la santé du point de vue curatif. C'est de l'articulation de ces trois entrées que peut émerger une démarche de promotion de la santé orale. En effet, dès lors qu'il s'agit de développer des comportements favorables à la santé, de nombreux déterminants éducatifs vont intervenir autour du rapport à soi, du rapport aux autres, du rapport à l'environnement, et tout cela dépasse très largement l'instruction ou la transmission de messages sanitaires. C'est une démarche qui va concerner sur la durée le processus éducatif des enfants. Eh bien, c'est cet état d'esprit qui a présidé au développement du partenariat entre la chaire UNESCO Éducation et Santé et l'URPS de la région Auvergne-Rhône-Alpes autour du projet Kidouli qui va nous être présenté ici. L'ambition est très clairement de faire vivre cette intersectorialité au service des enfants, c'est-à-dire d'outiller les professionnels de l'éducation, les enseignants notamment,
en moyens pédagogiques, opérationnels et concrets pour aborder les problématiques de santé orale. Et c'est également outiller les professionnels du soin, les dentistes, à la fois en ce qui va concerner la gestion de leur espace dans la salle d'attente, dans la salle de soins, ce qui va concerner aussi leurs interventions éducatives auprès des enfants. Nous avons ici une véritable approche intégrée, intersectorielle, qui peut permettre des gains considérables en matière de santé des enfants. Eh bien, ce soir, nous accueillons le professeur Stéphanie Tuberjanin, qui est une spécialiste de la promotion de la santé orale et qui a notamment travaillé sur des dispositifs de prévention. Nous accueillons Jean-Christophe Azorin, qui est le directeur pédagogique de la chaire UNESCO, qui est un pédagogue, un grand spécialiste des outils d'intervention, et le docteur Éric L'Enfant, qui est le président de l'URPS de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, tout au long de ce webinaire, nous vous invitons à entrer en dialogue avec nos trois experts et je voudrais commencer tout d'abord par poser la question au professeur Stéphanie Tuberjanin. Que sait-on aujourd'hui de la santé orale des enfants? Que sait-on aujourd'hui, grâce aux données scientifiques, de la façon dont il est possible de la promouvoir, de l'améliorer, de réduire les inégalités? Stéphanie Tuberjanin, c'est à vous. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup Didier Jourdan pour cette très riche introduction. Nous allons voir en effet ce qu'il faut savoir en matière de promotion de la santé orale ou promotion de la santé bucco-dentaire avant de vous présenter le projet Kidouli en lui-même. Alors, il s'avère que la question de la promotion de la santé orale est devenue très récemment un sujet d'actualité avec une résolution de l'Organisation mondiale de la santé qui date du 19 janvier 2021 et qui invite les États membres à intégrer la promotion de la santé orale au sein des politiques de santé publique visant à prévenir les maladies chroniques. Alors, en effet, les maladies buccales les plus fréquentes dans la bouche, que sont la carie dentaire ou la maladie parodontale, sont des maladies multifactorielles, des maladies chroniques. Elles ont une composante bactérienne, mais c'est des maladies assez complexes qui évoluent tout au long de la vie et qui, en l'absence de traitement, conduisent malheureusement à la perte des dents et à ce qu'on appelle l'édentement. Alors, ces maladies buccales, elles sont extrêmement fréquentes. Elles touchent environ la moitié de la population mondiale et vous avez pu répondre avant ce webinaire à un quiz sur la prévalence des maladies buccales. Donc là, je peux peut-être vous donner la réponse dès maintenant, en tout cas pour une partie. C'est qu'en termes de prévalence, les maladies buccales se positionnent au premier rang devant les douleurs céphaliques et devant la tuberculose en termes de fréquence. Et de la même façon, on vous a demandé tout à l'heure, est-ce que la maladie parodontale se positionnait avant ou après le mal de dos en termes de fréquence? Eh bien, la maladie parodontale, c'est une pathologie qui est plus fréquente que le mal de dos. Donc, on a affaire à des pathologies vraiment extrêmement fréquentes. Alors, les maladies buccales se développent tout au long de la vie avec un continuum qui démarre pendant la grossesse. On sait en France qu'en moyenne, une femme sur deux est atteinte de maladie parodontale. Alors, une maladie parodontale a un stade initial qui s'appelle la gingivite, mais qui a un impact sur la santé générale et la santé dentaire de l'enfant ensuite. La maladie carieuse apparaît potentiellement chez des enfants très jeunes, dès l'âge de 1 ou 2 ans. Et à l'âge de 5 ans, on constate au niveau européen que la prévalence de la carie varie selon les pays de 25 à 60%, ce qui correspond, on l'a vu déjà précédemment, à une prévalence très élevée. Et puis tout ceci se continue s'il n'y a pas de prise en charge préventive ou thérapeutique pendant l'enfance, pendant l'adolescence, à l'âge adulte où on peut voir sous cette diapositive que on a des adultes qui n'ont peut-être pas des comportements de brossage absolument parfaits, avec entre 50 et 80% selon les pays d'adultes qui se brossent les dents 2 fois par jour. Et puis, comme on l'a envisagé précédemment, chez les personnes âgées, en fonction du système de santé dans lequel évoluent les personnes, on va retrouver 15 à 20% de la population qui peut être totalement édentée.
Alors, comme cela a été précisé dans l'introduction, les maladies buccales représentent un marqueur précoce d'inégalité et c'est mis en évidence de façon très claire sur le site du ministère de la Santé, où l'on retrouve une figure qui illustre très bien le gradient social de santé en santé orale, avec un pourcentage d'enfants de maternelle atteints qui suit vraiment de façon progressive la catégorie socio-professionnelle des parents. Mais la santé orale, ça ne se résume pas uniquement à la présence ou à l'absence de maladies buccales. Comme pour la santé générale, et la Fédération dentaire internationale a donné une définition de la santé orale qui a été reprise dans le flyer du webinaire et qui définit la santé orale comme un concept multiforme qui inclut la capacité à parler, à sourire, à exprimer des émotions avec confiance, sans douleur et sans présence de pathologie du complexe orofacial. Alors, pour illustrer les impacts des maladies buccales sur la santé orale et sur la santé générale, on vous a proposé le cas de Wendy. Vous avez été sollicité pour réfléchir aux impacts de la situation de Wendy sur sa santé. Wendy a 6 ans, elle est élève de CP, elle est scolarisée dans un secteur d'éducation prioritaire, elle est en bonne santé, mais elle a 8 dents cariées et sa gencive est assez rouge. Et puis depuis quelques jours, elle souffre d'un abcès. Et donc, je vais demander à Margot si elle peut peut-être nous donner quels ont été les retours du sondage WooClap sur ce sujet. Donc, on voit apparaître énormément d'impacts potentiels avec vos réponses. On voit que c'est difficile, que ça va impacter son sommeil. Et donc, vous avez complètement perçu que Wendy va souffrir d'un certain nombre de symptômes liés à la présence de douleurs. Il va y avoir aussi des troubles de certaines fonctions, des difficultés pour manger, des difficultés masticatoires, vous les avez bien mentionnées. Tout ceci va avoir un impact sur sa nutrition, sur sa santé générale et puis sur sa qualité de vie. Et c'est ce qu'on appelle des impacts psychosociaux. Et ces impacts des maladies buccales sont assez souvent sous-estimés. Mais bon, on voit avec votre présentation que ce n'est pas le cas. Là, vous êtes loin de les avoir sous-estimés puisqu'on voit que le mot difficile est ressorti de façon très, très, très importante. Donc, avant de parler de prévention et de promotion de la santé, il est important aussi de préciser que les maladies buccales sont liées à d'autres maladies chroniques. Alors, c'est particulièrement vrai là chez l'adulte. On va trouver des liens vraiment très forts entre la présence de maladies buccales et d'autres maladies comme les maladies cardiovasculaires ou le diabète. Et pourquoi y a-t-il un lien entre ces pathologies? Parce que ces pathologies partagent des facteurs de risque communs, comme par exemple la consommation de tabac. Ils partagent aussi des processus pathologiques communs, comme la présence d'un syndrome inflammatoire. Et ces pathologies partagent aussi des impacts fonctionnels qu'on a vus précédemment et qui vont influencer la qualité de vie des personnes. Alors, pour agir en promotion de la santé orale, je crois qu'il est vraiment important de considérer les concepts habituels qui sont utilisés en santé publique en les différenciant bien et en les appliquant à la situation de la santé orale, en relevant bien ce qui concerne la prévention primaire, ce qui concerne l'éducation à la santé, comme le projet Kidouli, et puis ce qui concerne plus la prévention secondaire avec le dépistage et toutes les actions qui peuvent être mises en place pour favoriser l'accès aux soins. Et en santé bucco-dentaire, on a tendance à vraiment focaliser sur le volet accès aux soins et peut-être parfois oublier les volets de prévention et d'éducation à la santé. Alors, si l'on prend l'exemple de la prévention de la carie dentaire, les actions de prévention reposent sur des stratégies qui sont bien connues et qui visent d'une part à diminuer la quantité de bactéries cariogènes en bouche par le brossage, à diminuer la fréquence de consommation des sucres libres le plus possible dans la journée, et puis à augmenter les apports d'éléments de protection et notamment les apports en fluor, de façon à réduire la déminéralisation de par la réduction de l'acidité dans la bouche. Alors, ces stratégies préventives, elles ont été évaluées et certaines ont fait l'objet de revues de littérature qu'on appelle des revues Cochrane et qui ont permis vraiment de bien connaître leur efficacité. Donc, par exemple, on sait que le brossage de dents avec dentifrice fluoré est vraiment une intervention efficace en prévention bucco-dentaire. Et puis, il y a eu d'autres évaluations qui ont permis d'apprécier l'intérêt des interventions de réduction de la consommation de boissons sucrées ou l'intérêt des interventions qui visent à donner des conseils d'hygiène individuels au cabinet dentaire.
Mais aujourd'hui, on s'interroge sur les effets de ces interventions quand elles sont utilisées dans les conditions réelles et sur les terrains. Et c'est la raison pour laquelle on parle de plus en plus d'approche par facteurs de risque communs. Cette approche considère qu'il est préférable d'agir sur des facteurs de risque, voire des déterminants sociaux communs, aux maladies chroniques et de travailler plus de façon pluridisciplinaire et, on l'a dit précédemment, intersectorielle. D'autre part, comme en promotion de la santé, en général, les interventions de promotion de la santé orale évoluent avec plus de prise en compte des déterminants sociaux de la santé, une volonté vraiment d'assurer la cohérence des interventions. La nécessité de penser les interventions en intersectorialité, comme ici avec un lien entre la santé et l'éducation, et puis une volonté d'intégrer les interventions le plus possible avec la prise en compte des écosystèmes de vie dans lesquels évoluent les personnes, avec derrière l'idée aussi d'agir à long terme. Et je crois qu'il ne faut pas oublier, là encore, l'évaluation. Et je voudrais souligner la collaboration qui a aussi été mise en place avec les infirmières scolaires de la ville de Clermont-Ferrand, qui nous aident à faire une phase pilote de développement de l'outil Kidouli et une évaluation initiale de l'intérêt de ce projet. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que cette présentation vous aura permis de repositionner un petit peu tout ce qui concerne la promotion de la santé orale. Et je vous quitte en vous laissant quelques liens utiles à votre attention, notamment un lien vers l'Agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie qui développe un gros programme de promotion de la santé orale et puis d'autres liens qui seront à votre disposition. Je vous remercie de votre attention. Merci infiniment, Stéphanie Tuberjanin, pour cette intervention extrêmement claire. Vous le savez, chacun des webinaires donne lieu à la création d'une page web dédiée. Vous retrouverez ainsi tous les liens, les présentations des différents intervenants sur la page web avec un grand nombre de ressources. Et je vous invite du reste à partager les ressources dont vous disposez, là aussi pour les mettre en commun. J'ai pour ma part repéré un certain nombre de questions, notamment une personne demande si on peut parler, sans doute pas du reste, d'échecs des actions de promotion de la santé orale jusqu'à maintenant. Stéphanie Tubert, qu'est-ce que vous diriez? Est-ce qu'on peut parler d'échecs des dispositifs mis en œuvre jusqu'à maintenant, ou bien est-ce que finalement, pour moi c'est la question, la santé orale ne serait pas dans la même dynamique que l'ensemble des domaines de la santé publique, avec une évolution vers des approches centrées sur les déterminants, plus stratégiques et plus intersectorielles? Comment est-ce que vous feriez le point, Stéphanie Tuberjanin? Eh bien, je suis totalement d'accord avec l'idée que finalement la promotion de la santé orale rencontre les mêmes questionnements que la promotion de la santé en général. On connaît bien les interventions efficaces en prévention bucco-dentaire et en promotion de la santé orale quand il s'agit de les appliquer dans un contexte idéal. Par contre, comme pour toutes les actions de promotion de la santé, où les choses sont un petit peu différentes, c'est le développement de ces interventions dans les contextes réels de terrain. C'est là que la promotion de la santé a encore peut-être dans tous les domaines, que ce soit la santé orale ou d'autres domaines, encore du travail de recherche à mener pour mieux comprendre comment mieux agir sur les déterminants sociaux de santé, comment s'assurer que les interventions vont venir réduire les inégalités de santé et non pas éventuellement les aggraver, et puis comment prendre en compte les contextes d'intervention pour ensuite envisager des interventions qui soient durables et éventuellement généralisables et transférables. Merci beaucoup. Alors, une autre question, on nous demande, et ce sera l'avant-dernière question, Stéphanie Tuberjanin, si des pays ont mieux réussi que le nôtre à mettre en œuvre des dispositifs de promotion de la santé. Et puis, est-ce qu'il y a des résultats? Est-ce qu'on est capable de montrer l'impact sur la santé des individus des démarches de prévention et de promotion de la santé orale? Alors oui, il y a des pays qui ont mieux réussi. Alors historiquement, les pays du nord de l'Europe ont toujours eu des démarches beaucoup plus abouties en matière de prévention bucco-dentaire. Tout dépend aussi des structures de santé qui existent dans les pays. Dans certains pays, par exemple, la santé publique bucco-dentaire est une spécialité pour les chirurgiens dentistes, ce qui n'est pas le cas en France et ce qui peut faciliter en fait le portage de projets de promotion de la santé plus élaborés. Et oui,
dans certains pays européens notamment, il y a eu des initiatives qui ont montré une efficacité très, très forte, si tant est que toute cette notion de contexte d'implantation, de prise en compte des inégalités soit réalisée. Et je voudrais souligner l'existence d'un projet européen qui est porté par la Platform for Better Oral Health et qui permet donc d'identifier les projets de promotion de la santé orale qu'on peut inscrire comme ce qu'ils appellent des best practices en promotion de la santé orale. Et donc, si les personnes qui écoutent ce webinaire s'intéressent à cette question-là, on peut retrouver, oui, des interventions qui sont inscrites comme bonnes pratiques en matière de promotion de la santé orale avec des résultats tangibles. Et qui ont effectivement eu des résultats tangibles. Et les personnes qui le souhaitent pourront trouver sur la page web dédiée de la chaire les résultats du travail mené en Nouvelle-Calédonie autour d'une approche qui est une approche extrêmement large de la prévention dans une interface avec le milieu scolaire et qui a montré une efficacité tout à fait caractéristique. Les autres questions nous renvoient à la question de la cohérence et sans doute à la nécessité d'une vraie organisation de la prévention primaire. C'est la raison pour laquelle on parle du parcours de santé, notamment dans sa dimension éducative et préventive. Un webinaire sera organisé à ce sujet. Je vais me permettre de mettre fin à ces premiers groupes de questions pour, cette fois, poser la question de la promotion de la santé orale, non pas à un dentiste, mais à un enseignant, c'est-à-dire à un éducateur qui a porté sur la santé orale le regard de l'enseignant et le regard du spécialiste de la prévention et de l'éducation à la santé qu'il est. Et dans le cadre d'un travail partenarial à l'échelon de la région Rhône-Alpes-Auvergne, qui est appelée du reste à se généraliser avec les équipes universitaires, avec les professionnels du soin dentaire, eh bien, à proposer une approche qui soit opérationnelle pour la classe. Jean-Christophe Azorin, à vous de nous présenter, si vous le voulez bien, une démarche pédagogique innovante, la démarche Kidouli que vous avez pilotée. Jean-Christophe Azorin, c'est à vous. Donc, merci pour cette introduction. Effectivement, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y avait une volonté. Il y avait une volonté vraiment de multiples acteurs, de nombreux secteurs. Et je dois dire que c'est cette cohésion et cette envie, ce désir vraiment politique de santé publique qui a permis de peut-être quelques audaces. Donc, comment on est passé des concepts à l'outil? Alors, la première, voilà, donc vous allez les décliner, voilà. Donc, en gros, il y a un paradoxe éducatif parce que Stéphanie Tuvergenin l'a bien dit, c'est et Didier Jourdan aussi, c'est une question de santé publique unanimement reconnue. On connaît le déterminant, hein, qu'est-ce qu'il faudrait faire, hein, la nutrition, sur lesquels on pourrait intervenir pour améliorer les choses, le brossage des dents, le suivi, donc tout ça c'est clairement identifié. Et tout le monde convient qu'il faudrait une politique de prévention et d'éducation dès le plus jeune âge, puisqu'on a vu que c'est dès 2-3 ans, on voit qu'il y a des problèmes et qu'à l'âge de 5 ans, c'est un peu crucial. Une vraie volonté. Or, la réponse reste impensée. Dans les textes, aussi bien ceux de l'éducation nationale que des ARS, j'ai regardé, j'ai fait un petit peu le tour, rares sont les académies ou les régions où il y a une approche vraiment spécifique de cette question de la santé orale. Globalement, c'est très souvent mêlé avec l'hygiène de manière générale, mais pas de réponse vraiment à la hauteur du souci. Et ensuite, lorsqu'il y a des interventions, souvent, il y a des choses qui se font dans les écoles. Si on parle de l'école, il y a des choses qui se font. C'est très hétérogène. C'est pas régulier. C'est souvent sous forme on ne sait pas si c'est du soin, si c'est de la prévention, si c'est du dépistage, c'est de l'éducation. Et comme le disait très bien Didier Jourdan, parfois il y a des confusions de rôles. C'est-à-dire qu'effectivement, un enseignant ne va pas lui demander de faire du dépistage. Et on ne va pas demander non plus aux soignants de faire de l'éducation. Ça ne va pas faire, je plaisante. Voilà. Donc là, la question qui se pose, elle est là. Comment réduire cette confusion en sachant que les initiatives, dans la mesure où elles sont pixelisées, presque illisibles,
parfois augmente les inégalités, qu'elles soient territoriales ou sociales. Donc, le pire, ce qui existe souvent, c'est pas le pire, mais ce qui existe souvent, c'est que finalement, l'enseignant délègue, se repose sur une intervention de substitution. C'est courant, il n'y a pas que pour l'éducation à la santé orale. Sur de nombreux sujets, l'enseignant va déléguer en disant c'est pas mon taf, c'est pas mon boulot, je sais pas faire, est-ce que je suis légitime, est-ce que je serai pertinent, est-ce que j'aurai les outils. Donc c'est pour répondre à toutes ces interrogations que la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec l'URPS et l'université et la chaire, on dit bon, quelle réponse pourrait-on apporter? L'idée, c'est de faire une proposition. Monsieur Jourdan a parlé effectivement de parcours de vie. Nous, on va proposer un parcours écologique en santé orale. Vous voyez, l'axe horizontal, c'est les stades de développement de l'enfant, le bébé, le petit enfant, l'enfant, l'ado, le pré-ado. Sur l'axe vertical, nous avons l'axe systémique, c'est-à-dire où il se trouve cet enfant, où est-ce qu'on le rencontre, qu'est-ce qu'il fiche, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'on peut le toucher. Et on voit bien que si on veut réduire les inégalités, l'école est un lieu vraiment extraordinaire. Pourquoi? Parce que tous les enfants vont à l'école. Tous les enfants vont à l'école, il faut bien le souligner. C'est-à-dire que l'endroit où vraiment on va pouvoir poser des actes d'éducation pour la santé, c'est un lieu central. Mais bien sûr, on ne va pas oublier que cet enfant est dans un environnement, que ce soit urbain, rural, périurbain, périrural. Il a aussi un milieu de vie. Il est riche, il est pauvre, il a un parcours de vie. Ses parents sont séparés, il a un petit frère, etc. Il y a mille choses. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'est inscrire notre dispositif, là, c'est notre petite image, on va revenir en arrière, voilà. On va croiser. C'est-à-dire que, vous voyez les deux axes verticaux, là, on voit bien qu'on va croiser l'âge un petit peu critique, là, de 4, 5, 6 ans, et l'endroit où on va le trouver, donc, on avait envie d'intervenir en grade section et cours préparatoire. C'est-à-dire faire le lien entre maternelle et école élémentaire, le passage de la petite à la grande école, en disant peut-être aussi, ça permettrait aussi de faire du lien, d'inscrire peut-être nos actions d'éducation pour la santé dans un continuum, de ne pas rester sur du ponctuel, parce que bon, les enseignants, ça discute, voilà. Donc nous, on avait envie de proposer ce parcours écologique en santé orale et faire vraiment une démarche intégrative, c'est-à-dire intégrer la dimension biographique, où il en est cet enfant, qu'est-ce qu'il peut entendre, parce que souvent il existe des outils d'éducation pour la santé qui ne sont pas du tout adaptés au stade de développement de l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a une ignorance totale de ce qu'il sait faire, de ce qu'il peut entendre, de ce qu'il est capable de reproduire. Voilà. On s'est appuyé aussi sur l'expérience du milieu. Si on veut intervenir dans les écoles, il faut le faire avec les équipes éducatives, avec les enseignants, avec leurs programmes, avec leurs obligations, avec leurs passages obligés. Rassurons-nous, l'éducation nationale, les parcours d'éducation pour la santé autorisent cette éducation. Il faut, voilà. Et aussi, il a fallu prendre en compte le milieu, mais vraiment fortement. On ne pourra pas faire la même éducation pour la santé selon que l'on se trouve à tel endroit ou à tel autre. C'est-à-dire qu'il va falloir adapter et faire encore une fois en intégrant les parents. Alors on va prendre la suivante, parce que je bavarde. Donc la genèse. Donc on s'est appuyé sur, en fait, qu'est-ce qu'on veut? On veut infléchir les comportements des enfants, voire des élèves. Enfants-élèves, vous voyez. Bon. Donc l'idée, c'est que ce qui est reconnu, c'est que normalement, une éducation pour la santé, elle repose sur la prise en compte des besoins fondamentaux, biologiques, la connaissance, les connaissances, et ça, c'est le rôle de l'école. Qu'est-ce que c'est qu'une dent? Qu'est-ce qu'il y a dans une dent? C'est pas qu'est-ce qu'il y a dans une noix. Mais on voit bien que les comportements reposent surtout, et en majorité, vous voyez, la flèche grossit, sur les habitudes et les représentations sociales. Moi, j'ai entendu des enfants me dire, moi, maître, chez moi, on ne va pas chez le dentiste. Pourquoi? On ne sait pas. Ils peuvent. Il y avait des dentistes, il y avait de l'argent, il y a des... Voilà. Pourquoi? Donc, c'est ça, c'est ce à quoi souvent on est confronté. Et ce à quoi on est confronté encore plus, par rapport à les dents un peu bizarres quand même, c'est une mauvaise réputation, c'est tout ce qui est émotion et représentation psychique. Alors, comment on s'y est pris? Donc, on a regardé un petit peu ce qui se faisait. Alors, moi, j'ai mis vers le down tout ce qui pourrait être didactique. C'est comme ci, c'est comme ça. Normatif, fais pas ci, fais pas ça.
Hygiéniste, si tu fais pas ci, tu auras ça. Rationnel, ah, si tu fais ça, tu auras ça. Démonstratif ou linéaire. Non, je vois, qu'il soit démonstratif ou qu'il soit linéaire. Nous, ce qu'on a préféré, on a choisi, c'est d'être suggestif, presque transgressif. Vous verrez dans l'outil, dans les BD, dans les bandes dessinées qui sont proposées, ça ne ressemble pas du tout à une planche didactique. C'est une bande dessinée où on rit, on a peur, on frissonne, on s'inquiète, on se pose des questions. Vous voyez, on est resté là-dedans, un peu à la marge. On est des éducateurs pour la santé, on n'est pas des enseignants pour le coup. Vous voyez, on se démarque, on se positionne dans une démarche, non pas d'instruction, mais d'éducation. Et donc, on va jouer tous cet émotionnel, l'interrogatif, le réflexif. Voilà. Et hédoniste, au milieu, je l'ai mis hédoniste, se faire plaisir. Comment voulez-vous convaincre les gens de se brosser les dents si quelque part, derrière, ça ne leur fait pas plaisir? Voilà. Bon. On a eu la chance, c'est vraiment merveilleux, merveilleux, que sur ce territoire régional, grâce à la chaire, l'URTS et à l'université, on ait pu réunir sur un territoire et faire penser, c'est-à-dire penser local, et non pas uniquement agir local, des professionnels, les chirurgiens dentistes de l'URPS, les enseignants, les services de santé scolaire qui ont été sollicités, les inspecteurs, les conseillers techniques, etc. L'université, des experts, la chaire UNESCO, une graphiste, parce qu'il fallait quelqu'un qui traduise un petit peu nos délires. Alors, ce n'est pas un dessin extraordinaire, on n'est pas dans de l'esbrouf, on est dans de l'émotion. Et ce qu'on a pensé, c'est que c'était bien de concevoir ce truc, mais il fallait penser déjà sa diffusion. Et on a pensé diffusion territorialisée, sur des bassins de vie. On sait très bien que, par exemple, le territoire Rhône-Alpes, il était très contrasté, d'est à ouest, urbain, rural, il y a vraiment beaucoup. Donc, on a dit qu'il faut cibler la diffusion sur des bassins de vie, à la rencontre des organisations. Et comme le disait Stéphanie Tuber-Janin tout à l'heure, tout de suite, on a dit, bon, on s'est fait plaisir, c'est bien, c'est sympa, on est en train de bien le diffuser, mais bon, est-ce que ça marche? Donc, on a décidé, dès le départ, hein, en amont de tout, de poser un protocole d'évaluation. On avait envie de mesurer, afin de regarder comment se déroulait ce processus. C'est-à-dire, est-ce que les professionnels, que ce soit les enseignants, les chirurgiens dentistes, parce que adhéraient au programme? Est-ce qu'ils adhèrent? Ou est-ce que c'est bon, un truc qui est passé en plus? Voilà. C'est un vrai boulot. Les résultats, amélioration des connaissances et des compétences des élèves par rapport au brossage, à la nutrition, etc. Ça, c'est le moins difficile, on va dire. Et l'inflexion des attitudes et des enfants et de leurs familles par rapport à ça. Parce qu'il y a un grand volet, une grande partie en direction des familles. C'est-à-dire, ce qu'on voulait bien montrer, c'est que nous, il y avait cohésion, cohérence, alliance entre les familles, les enseignants, les soignants, tout cela pour un programme global, général, mais résonnant. C'est-à-dire que dans le couloir de l'école, le papa, en amenant l'enfant le matin, hop, il va avoir une affiche. L'élève, dans sa classe, il va avoir une histoire qui va porter sur ce problème sur cette question d'équidoulie. S'il a la chance d'aller chez un chirurgien dentiste, dans le cabinet, il va retrouver des éléments. Vous voyez, c'est montrer qu'il y avait, voilà, faire un bloc un petit peu. Voilà. Et on avait envie, au final, bien sûr, de mesurer l'impact dans la dynamique préventive et peut-être, à terme, l'épidémiologie. Est-ce qu'on a réussi à faire baisser le nombre de caries précoces sur ce territoire? À voir. Alors, le dispositif, voilà. Le dispositif, et voilà. On a essayé, vous voyez, sur l'axe vertical, entre instruire et éduquer, ben, il y a tout ce qui se passe à l'école, c'est l'enseignement. Voilà. Enseigner. Entre le soin et la santé, eh ben, il y a tout ce qui est prévention. Donc, nous, on a essayé de croiser un petit peu. On voit bien que la maison, c'est vrai que sa priorité, c'est l'éducation des enfants et leur bien-être et leur santé, bien sûr. Hein, voilà. L'école, sa priorité, c'est quand même d'en faire des citoyens éclairés, instruits et qui sachent lire, écrire et compter, ce qui serait pas mal de nos jours. Et le cabinet dentaire, on voit bien que lui, son souci, c'est pas d'apprendre à lire aux petits, hein, mais c'est de les soigner. Il n'empêche que par tous les micro-actes qui peuvent se faire, soit à l'école, à la maison, etc., tout le monde concourt à éduquer, à soigner, à prévenir. Voilà. Mais pas n'importe comment.
Donc, nous, ce qu'on a bien voulu planifier, et non pas de manière schizophrène, mais de dire à chacun son boulot et que chacun le fasse en sachant ce que fait l'autre, en complémentarité avec l'autre. Qu'est-ce qu'on a développé? Eh ben, on a développé des BD thématiques, une sur la nutrition, donc rien, une sur l'hygiène, le brossage, et une sur le suivi au cabinet. Ça sous forme d'affiches. Ces affiches, on va les retrouver à l'école, au cabinet, à la maison, peut-être dans les abribus, lorsque monsieur le docteur L'Enfant nous permettra. Mais on a aussi développé nombre d'activités pédagogiques, c'est-à-dire que cette BD, elle fait l'objet d'un, comment dire, d'un outil ludo-éducatif qui permet de traiter les soucis. Mais bien sûr, donc, des activités spécifiques pour la classe, un livret pour la maison qui comprend des conseils pour les parents et des supports ludo-éducatifs pour le cabinet dentaire. Vous voyez, et chaque fois bien ciblé. Et voilà. Et donc, tout cela, ce sont les Kidouli qui vous remercient. Merci beaucoup pour la très, très, très grande clarté de votre exposé sur une matière qui n'est pas si simple, car somme toute, nous venons d'entendre un enseignant parler de santé orale pendant un quart d'heure. Et nous avons bien ici, sans doute, l'illustration même de ce que sont les enjeux aujourd'hui, c'est-à-dire être capable, à partir des différentes professionnalités, de travailler sur des enjeux qui nous sont communs. Jean-Christophe Azorin, vous avez souligné de manière extrêmement précise que l'éducation d'un enfant, c'est la famille, c'est l'école et c'est la communauté, bien évidemment les chirurgiens dentistes, mais aussi l'ensemble des acteurs. Et sans doute cette précision est-elle importante? Plusieurs questions autour de l'interface avec les familles, notamment les familles en situation de vulnérabilité. Donc, on a bien compris, vous avez des dispositifs pour l'école, des dispositifs pour le chirurgien dentiste, et les deux ont des outils d'information avec les familles. Comment est-ce que ça marche? Comment est-ce qu'on peut avancer ensemble au service de la santé des enfants? Jean-Christophe Azorin? Alors, pour ce que je connais le mieux, mais voilà, c'est l'école. C'est-à-dire l'écolier, on accueille, l'école, c'est un espace semi-public, semi-privé. Donc, c'est un endroit où les parents croisent les enseignants dans des lieux publics, partagés. C'est là qu'on a pensé faire passer des messages à travers un affichage, mais aussi autour de cet affichage, on a pensé peut-être organiser des cafés, santé, etc. autour du sujet. Ça, c'est l'école. Mais après, il y a la classe. Et donc, l'enfant, l'élève n'est plus, là, on va considérer non plus l'écolier, mais l'élève, on va demander à l'élève de travailler sur ce concept. Voilà. Ensuite, il y a de multiples interfaces. L'école, c'est aussi un espace de santé, puisqu'il y a un service de santé scolaire. Voilà. Donc, ce travail avec les directions d'école, dans le cadre des conseils d'école, des projets, etc., en se référant au parcours éducatif de santé que vous connaissez bien, professeur, sont des endroits où on va faire du lien, où on va montrer que la santé, ça concerne aussi l'école, hein, que c'est dans les programmes, que c'est légitime, que c'est pertinent et que c'est cohérent, mais que bien sûr, on ne fait que ce que l'on sait faire. Voilà. Le lien avec les cabinets, etc., là aussi, c'est quelque chose qui devra être travaillé, je dirais même inventé localement. On ne peut pas penser un dispositif unique, quel que soit le territoire. Voilà. C'est-à-dire que là, ça va relever de l'intelligence. C'est-à-dire qu'on espère que le projet Kidouli suscitera justement cette réflexion autour de cette problématique en disant mais comment on s'organise? Comment on force un petit peu certains verrous aussi. Merci beaucoup pour ces éléments-là. Il est très clair que c'est un très grand défi et je sais que vous travaillez sur des outils à destination des familles. N'oublions pas que toutes les familles n'ont pas le même accès à la lecture, que toutes les familles n'ont pas le même rapport à la santé à l'école et donc il faut être extrêmement inventif et très ancré, notamment articulé avec les acteurs du social. Vous avez souligné aussi l'importance des acteurs de la santé scolaire et leur rôle tout à fait structurant autour de dispositifs de ce type-là. Alors, des remarques aussi autour de la question du parcours
Jean-Christophe Azorin, nous avons des questions autour de… on perçoit bien qu'il y a des initiatives, mais comment est-ce que tout cela, et c'est une question de Madame Baranska qui connaît bien ces enjeux, comment est-ce qu'on arrive dans un territoire donné à construire du lien entre ce qui se fait en famille, ce qui se fait à la pharmacie, dans les cabinets dentaires, dans les cabinets médicaux et à l'école. Comment on construit cette cohérence? Concrètement, qu'est-ce qu'on sait sur la base de la recherche de tout cela, Jean-Christophe Azorin, en quelques mots? On sait que s'il y a alliance, il y a efficience. Voilà. Mais il faut qu'il y ait une vraie alliance. On l'a vu dernièrement, hein, on a vu des priorités qui changeaient un petit peu de camp, on a vu des glissements, etc. Donc moi je dirais qu'effectivement, autour de ce totem, il fallait quelque chose qui rassemble un petit peu. Et ce qui nous lie, c'est le totem, c'est une image, voilà, on espère que ces personnages deviendront le plus populaire possible. Autour de ce totem, effectivement, nous allons essayer d'agréger le maximum de personnes et de professions, de métiers qui rappelleront chacun de sa place. Par exemple, si vous parlez de la pharmacie, effectivement, c'est un endroit où on va pouvoir diffuser des messages et des gestes, etc. Voilà. Je dirais que voilà, plus on est unis, mieux ça marche. Voilà, plus on va loin. Merci beaucoup. Beaucoup de travaux dans ce domaine-là qui montrent les modalités. Et en tout cas, je voudrais ici reprendre une des questions, une des remarques de l'équipe de pratique en santé sur la question de l'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité. Un accompagnement qui est un accompagnement social et qui doit évidemment mobiliser l'ensemble des équipes territoriales de travail social. On le voit, on ne résoudra pas les problèmes de santé orale de la population avec des grosses brosses à dents et du dentifrice en disant aux gens il faut vous laver les dents pour que vous soyez en forme. C'est une véritable approche intersectorielle et territorialisée dont nous avons besoin. Margot Paco, est-ce que vous pourriez partager les résultats du WooClap et le positionnement de nos participants sur les trois questions qui ont été posées et en quelques mots, Jean-Christophe Azorin, des éléments d'analyse de ce qui est proposé autour de ces trois questions. Donc, on voit bien que l'éducation pour la santé, c'est avant tout à la maison. Vous voyez, c'est une question méchante, c'est pas gentil parce que de dire c'est avant tout à la maison, donc les gens, effectivement, ils se positionnent en milieu, voilà. Non, on va dire, effectivement, c'est une alliance, vous avez raison, hein, c'est 50-50. La santé dentaire est une affaire de spécialistes. Alors, moi, j'aurais envie de dire que le soin dentaire est une affaire de spécialistes, effectivement. Par contre, la santé dentaire, c'est l'affaire de tout le monde, de tout un chacun. Et j'invite chacun à prendre sa part. L'école n'est pas suffisamment outillée. Eh ben, c'est pour ça que Kidouli existe, c'est pour l'outiller. Et on espère que les évaluations seront bonnes et donneront envie d'aller plus loin. Merci. Merci infiniment, Jean-Christophe Azorin. Il nous faut maintenant aller plus loin. Je voudrais simplement reprendre deux questions qui sont arrivées. Je suis désolé, je ne peux pas répondre à toutes les questions, mais nous y répondrons sur la page web. La première, c'est comment embarquer plus largement les professionnels du social, les professionnels de la santé, et puis la question pour savoir si les outils créés seront mis à la disposition d'autres territoires. Eh bien, pour cela, je crois qu'il nous faut donner la parole au docteur Éric L'Enfant, qui est le président de l'URPS des dentistes de la région Auvergne-Rhône-Alpes, autour des enjeux d'une approche territoriale. J'ai beaucoup aimé la remarque de Jean-Christophe Azorin autour de l'alliance. C'est faire alliance autour de la santé des enfants. Éric L'Enfant, à vous, quelle approche territoriale finalement, quelle alliance au service de la santé orale de tous les enfants? Bonjour, donc oui, Éric L'Enfant. Je vais vous présenter le PowerPoint qui répond en partie à la question. Et puis, si ça n'y répond pas, eh bien, on pourra revenir dessus après. Alors, cette promotion nouvelle, innovante de la santé bucco-dentaire, on la doit en fait à un constat qu'on a fait chez UNESCO et URPS, un constat qui tient en deux points. Alors, le premier point, c'est économiquement, on a peu d'enfants qui sont à l'origine de fortes dépenses de santé orale.
peu d'enfants qui consomment beaucoup toute leur vie après de dépenses de santé bucco-dentaire. Et le deuxième constat qu'on a fait, et là encore une fois, Stéphanie en a parlé en présentant la carie comme la première des maladies et en insistant bien sur le fait qu'il s'agit d'un marqueur précoce d'inégalité. Et du coup, ça nous a amené à cette deuxième constatation, c'est qu'on a 530 millions d'enfants qui sont concernés par ce problème de carie sur les dents de lait. Donc, à quoi nous sert tous ces progrès technologiques, cette véritable vague des nouvelles technologies NBIC, ce tsunami, si on a encore autant d'enfants qui sont touchés par les caries dans la souffrance. Donc, nous, on a décidé d'intervenir à ce moment, c'est-à-dire entre les dents de lait et les dents définitives, à 5 ans, avant qu'arrive la première dent, à 6 ans, la première dent définitive. Donc, à cette charnière qui correspond entre le CP et entre la grande section maternelle et le CP, on s'est dit que l'éducation pouvait tout faire. Comme disait Leibniz, elle fait danser les ours. Alors on s'est dit, elle pourra peut-être faire quelque chose pour la santé orale, la santé bucco-dentaire. En réalité, on avait l'ambition d'un projet un peu plus grand pour la santé en règle générale. On fait bien de la SVT, on fait bien de la philo. Là, on est à un âge où c'est vraiment marquant. Après, les enfants sont vraiment à l'écoute. Après, on en était là de notre constat quand je suis tombé sur, pour répondre du reste à à 2 questions qui ont été posées à Stéphanie tout à l'heure, quand je suis tombé sur un palmarès européen, je ne suis pas sûr qu'il était européen du reste, il y avait beaucoup de pays européens dedans, en tout cas, sur les départements européens qui avaient réussi leur prévention bucco-dentaire. Ces départements européens, on avait le palmarès des 100 premiers. Alors, je suis parti du 99e et je suis remonté gentiment en voyant, comme l'a dit du reste Stéphanie, beaucoup de pays nordiques, des pays l'Allemagne aussi était présente, mais aucun département français, aucun. Et donc, du coup, je suis remonté jusqu'à la première place en me disant qu'il n'y avait aucun Français dans ce palmarès. Et puis, première place, surprise, cocorico, première place, c'était un département français, c'était le Val-de-Marne. Alors, instantanément, donc j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la santé publique du Val-de-Marne et je suis tombé sur une équipe extraordinaire de médecins et de chirurgiens dentistes de santé publique qui connaissaient parfaitement le sujet. Et j'ai trouvé qu'il y avait une adéquation parfaite entre ce que me présentait concrètement, pratiquement, la réalisation du Val-de-Marne et ce que me présentent nos discussions avec les professeurs Tubert, Jourdan ou Azorin. Que ce soit Stéphanie ou que ce soit Didier, je retrouvais absolument cette notion à la fois pluridisciplinaire, d'intersectorialité entre le milieu scolaire, la famille et les chirurgiens dentistes. Alors, fort de ce constat, donc on a décidé, pour que ça soit bien clair dans vos esprits, de monter une triple action, en fait, en espérant une triple efficacité, vous voyez, triple lieu, 3 endroits différents, et avec donc un triple renforcement. Et du coup, on a préparé pour l'école, pour l'enfant, pour l'enseignant, grâce à Jean-Christophe Azorin, on a préparé un petit programme qui puisse s'intégrer à ce que demandait l'éducation nationale et à ce que Stéphanie Tubert, qui est vraiment une spécialiste appréciable et avec laquelle j'ai eu l'honneur de travailler, avec ce que notre profession de chirurgien dentiste aurait pu attendre d'une prévention idéale. Après, on a décidé de sensibiliser, d'associer les familles.
C'était du reste la grande leçon du Val-de-Marne. Le Val-de-Marne commençait au planning familial, commençait en crèche, hein, il commençait à l'accouchement, il commençait déjà à sensibiliser les parents, donc alors que les enfants n'étaient même pas là, il commençait déjà à les sensibiliser aux problèmes bucco-dentaires. Donc, la famille, point important, comme l'a expliqué Jean-Christophe, qu'on a essayé aussi de cibler. Et puis, dernier point, les chirurgiens dentistes, qui là sont donc notre domaine, mais à qui il a fallu donner des éléments de langage, des éléments de sémantique qui se raccordent à ce triple message qui est assez simple, hein. Premièrement, le premier message, c'est brossez-vous les dents. Le deuxième message, c'est ne mangez pas n'importe quoi, surtout pas trop de sucre. Et c'est des messages évidents, mais qui passent très bien à cet âge-là. Et le troisième message, c'est assurer votre visite annuelle chez votre chirurgien dentiste. Et avec ces petits personnages que vous voyez, qui font bien rire les enfants et qui les font bien participer, ça, je suis vraiment content de l'impact de cette bande dessinée. On réussit à les amuser, comme le disait tout à l'heure Jean-Christophe, hein, c'est ludique. On réussit à les amuser et à les intéresser. Alors, ils sont capables de vous dire, en maternelle, ils sont capables de vous dire le sucre, c'est mauvais le sucre, maîtresse. Et donc, c'est vraiment très intéressant. Et on l'a même dématérialisé, si vous voulez, ces bandes dessinées, parce qu'elles ont eu un tel succès que pour couvrir tout le territoire, on s'est préparé un petit peu à dématérialiser cette expérimentation parce que on recherche à la fois à lutter, enfin à diffuser au niveau territorial. Notre région est grande, hein, elle a des montagnes, elle a des accès qui ne sont pas toujours évidents dans les vallées. Et puis aussi, on n'a pas eu trop le choix parce qu'on a été obligé de dématérialiser le papier à cause du Covid. Donc, on a de grandes ambitions pour ce projet qui démarre sur les chapeaux de roue, puisque, comme vous pouvez le voir, les enfants se sont emparés très rapidement du projet et l'utilisent avec plaisir en classe, sont très actifs, interactifs sur ce sujet qui fait débat, qui se poursuit à la maison. Et qui est repris donc chez les chirurgiens dentistes, hein, et qui relaie avec une sémantique appropriée les trois grandes leçons que je vous rappelle: brossage, alimentation, visite annuelle. Alors, l'approche territoriale en santé orale, pour nous, est intéressante parce que, je vous dis encore une fois, on a une grande région, donc sensibiliser les jeunes enfants, les parents, les enseignants, les thérapeutes, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire. Et c'est vrai que, comme vous pouvez le voir, vous voyez les zones à votre droite sur le schéma, les zones roses ou les zones rouges, sont des zones qui sont difficiles, où il n'y a pas forcément un nombre suffisant de chirurgiens dentistes. Vous voyez que c'est quand même assez important. Et par contre, si vous voyez sur votre gauche, la diapo de gauche, vous voyez que les zones couvertes par les écoles, par la scolarité, comme le disait Jean-Christophe, sont très nombreuses. Et donc, c'est vrai que les écoles seraient un lien appréciable pour cette santé orale. Et nous, on a mis au point, alors c'est les deux photos centrales que vous avez, on a mis au point des dispositifs pour aller, j'ai entendu qu'on posait la question à Stéphanie tout à l'heure, pour aller au plus proche des écoles. On a commencé, nous, par exemple, à faire du dépistage, que ce soit du dépistage Covid ou du dépistage carieux, dans des IME, dans des écoles, dans des coins reculés, grâce à des petits véhicules de moins de 3,5 tonnes ou des gros véhicules comme celui-ci là, qui est en IME actuellement, en alliance avec la Croix-Rouge, qui permettent de soigner ces enfants et d'assurer cette réduction des inégalités et cette couverture territoriale. Voilà. Alors, si vous avez des questions, elles seront les bienvenues. Il y en a, Eric, bien évidemment, des questions qui arrivent pour vous. Merci beaucoup pour cette intervention, Eric L'Enfant, et cette mise en perspective régionale
des enjeux de santé orale. Alors, avant les questions, je voudrais simplement reprendre deux témoignages. L'un concerne Madame Bechek, qui est une sage-femme et qui s'est intéressée pendant de nombreuses années à la santé orale. Et vous avez souligné, et je la remercie de son témoignage, et vous l'avez souligné, Éric L'Enfant, la petite enfance, la période de la grossesse sont des éléments tout à fait structurants, tant on sait que les inégalités de santé émergent extrêmement tôt dans la vie des individus. Deuxième témoignage, celui de Madame Baranska, autour d'interventions qui vont articuler l'intervention des professionnels de santé scolaire avec celle des enseignants, là aussi autour d'une démarche éducative. Kidouli n'est pas le seul outil, n'est pas la seule démarche. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il y ait une forme de fédération et de développement des acteurs et des dispositifs autour de ces enjeux de promotion de la santé orale qui s'appuient sur les données de la recherche et ce qu'on sait des déterminants de la santé. Alors, de nombreuses questions, Éric L'Enfant, concernent par exemple vos contacts avec les autres URPS. Est-ce qu'il y a une volonté d'aller plus loin? Des questions autour de l'accès pour des chirurgiens dentistes qui seraient intéressés par les documents. Comment ça se passe concrètement pour qu'on donne toute sa place à ce dispositif? Alors concrètement, il faut déjà qu'on l'évalue positivement, le dispositif. Et donc là, pour être très clair, on refuse les écoles pour l'instant parce qu'on veut s'assurer que ça correspond bien à ce qu'on voulait faire. A priori, ça a l'air de marcher du feu de Dieu, c'est-à-dire que les écoles ont l'air d'être vraiment demandeuses et les chirurgiens dentistes aussi. Mais la clé, c'est quand même, ça reste avant tout l'école, ça reste avant tout l'enseignant, c'est lui qui va donner le point de départ aux chirurgiens dentistes qui sont autour de l'établissement scolaire pour diffuser les aventures des Kidouli. Donc, si vous voulez, pour l'instant, on n'a qu'une idée, c'est évidemment répliquer le dispositif le plus loin possible. Et je dirais même qu'on serait prêt à le répliquer pour tout ce qui est santé, quoi, et que ça ne se limite pas à la santé orale. Merci beaucoup. On est dans une logique de partage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de question de propriété où on limite. Notre enjeu, c'est notre engagement pour la santé orale des enfants. Alors vous avez raison, il y a une étude scientifique, un travail qui est conduit par le professeur Stéphanie Tuber-Janin d'évaluation en collaboration avec les équipes enseignants et avec les enseignantes, les équipes de la santé scolaire et les chirurgiens dentistes. Nous avons un autre témoignage de Madame Christophe Jégou autour du travail qui est fait en Seine-Saint-Denis, qui est fait dans le Val-de-Marne, autour, on pourrait le dire aussi, de l'ensemble des dispositifs qui sont mis en œuvre par la SPBD. Et donc, là aussi, on est sur une évolution qui, sans doute, nous dépasse très largement. Dernière question pour vous, Éric L'Enfant. Vous êtes vous-même chirurgien dentiste. Cette approche Kidouli, alors elle n'est pas encore totalement développée, on n'a pas encore les jeux de cette famille, on n'a pas encore les puzzles, on n'a pas encore les petites cartes Pokémon que donneront les dentistes, mais comment est-ce que ça s'intègre à l'activité concrète et quotidienne d'un dentiste qui reçoit des parents et des enfants? Ben, ça s'intègre tout naturellement. C'est même une agréable surprise. On a régulièrement, dès qu'on commence à diffuser les bandes dessinées dans un établissement scolaire, on a plusieurs chirurgiens dentistes qui sont volontaires pour intégrer le dispositif. Et c'est une force parce qu'ils génèrent des progrès. Rappelez-vous l'idée des petits flashcards qu'avaient soulevé les enseignants et qui avaient été repris par quelques chirurgiens dentistes sur des petites diapos, des petites bulles pertinentes et très parlantes. Donc, oui, c'est ça, oui. En fait, ça s'intègre parfaitement à ce qu'on fait tous les jours et ça permet même de le faire mieux avec des moyens plus adaptés. Il faut reconnaître, Didier Jourdan, que votre pensée fait preuve, notre action fait preuve d'une grande cohérence, en systématisant ce discours, en martelant ce discours.
a priori, on arrive à faire prendre un pli qui pourrait être gardé toute la vie. Ce qui est très important pour nous, je vais en finir par ça, c'est qu'on a lancé aussi une étude sur le fait que quand on commence à toucher une dent, malheureusement, on rentre dans un cercle vicieux. Et c'est vrai que le meilleur moyen de garder ses dents le plus longtemps possible, c'est surtout de ne pas avoir à les toucher ou à traiter les caries. Il ne faut pas qu'il y ait de caries. Et ce type de prévention, du reste, coûte peut-être aussi cher, voire même plus cher que de soigner les caries après. Voilà. Merci beaucoup, Éric L'Enfant. Merci à l'ensemble des intervenants. Et les intervenants, ce sont aussi les participants. Vous l'avez vu, de nombreux témoignages. Kidouli n'est pas la seule approche. Elle prend place dans une dynamique qui réellement veut créer de l'intersectorialité. Les chirurgiens dentistes sont au cœur de ce dispositif. Ils sont des stratèges de la santé orale d'une population à laquelle va contribuer, bien sûr, l'école, la famille. Merci beaucoup pour votre participation. Je vous rappelle que vous trouverez tous les éléments concernant ce webinaire sur la page web, les ressources, l'enregistrement, les petits clips vidéo, tous les éléments. N'hésitez pas, du reste, à partager à l'adresse des webinaires de la chaire toutes les ressources que vous voudriez mettre avec nous. Là aussi, c'est une démarche collective fondée sur le partage et l'alliance. Là aussi, d'autres webinaires, comme l'a fort bien dit Éric L'Enfant dans sa conclusion, ce qu'on met en œuvre ici doit relever plus largement de la santé en général que de la santé orale. D'autres webinaires, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter et rendez-vous le 10 mars sur les compétences psychosociales dont on sait qu'elles sont déterminantes pour tout ce qui va relever de la prise de soin de soi et notamment du lavage des dents. Rendez-vous le 16 mars avec Anne-Gaëlle Pantier, qui est la présidente du RADIX, qui est l'association suisse de promotion de la santé dans les écoles. Et enfin, le 24 mars, avec la santé au quotidien dans les écoles et dans les établissements. Merci infiniment à vous tous. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt sur notre site Internet et à bientôt pour les prochains webinaires de la chaîne.